Je travaille dans une petite pharmacie ouverte 24 heures sur 24, située au coin d'une rue tranquille. Les nuits sont longues, souvent monotones, et le silence ne fait qu'accentuer la légère angoisse qui accompagne ces heures où presque personne ne sort de chez soi. Le néon blafard du plafond éclaire les rayons d'une lumière froide, et le bruit régulier de l'horloge au-dessus de la caisse est parfois la seule chose qui me rappelle que le temps passe. Depuis que j'ai commencé ce poste, il y a environ 6 mois, j'ai appris à reconnaître les rares habitués des heures tardives, l'homme qui vient acheter des cigarettes à minuit, la jeune femme qui passe chercher des médicaments pour son fils malade vers 2 heures, et cet homme étrange, celui qui apparaît toujours à 3 heures du matin, ni plus tôt, ni plus tard. Il est différent des autres. D'un pas lent et silencieux, il entre, se dirige directement vers le même rayon et prend une boîte de comprimés. Jamais il ne regarde autour de lui, jamais il ne dit un mot. Arrivé au comptoir, il dépose la boîte et sort la somme exacte en billets et en pièces, comme s'il avait répété ce geste des centaines de fois. Ses mouvements sont mécaniques, presque inhumains. Puis, sans attendre que je lui adresse la parole ou lui dise au revoir, il se retourne et sort. Au début, je ne faisais pas d'attention. Après tout, travailler de nuit attire une clientèle parfois excentrique. Mais à mesure que les semaines passaient, je commençais à remarquer des détails troublants. Il ne change jamais d'apparence. Toujours les mêmes vêtements, impeccablement propres mais un peu démodés. Toujours le même visage inexpressif, le même regard vide. Et surtout, toujours cette ponctualité presque surnaturelle, 3 heures pile. Chaque nuit, je le regarde repartir dans le calme oppressant de la rue. Et chaque nuit, une sensation étrange me gagne, comme si quelque chose ne tournait pas rond. Mais je me dis que ce ne sont que des impressions, jusqu'à ce que tout change. Les nuits se succédaient, et plus je voyais cet homme, plus un sentiment d'inquiétude s'installait en moi. Il y avait quelque chose chez lui qui me mettait mal à l'aise, même si je ne pouvais pas vraiment expliquer pourquoi. Peut-être était-ce son silence, ou cette manière presque robotique qu'il avait de toujours faire les mêmes gestes. Mais c'est surtout son regard, ou plutôt l'absence de regard, qui me hantait. Ses yeux semblaient vides, sans aucune vie, comme s'il ne voyait rien, ou comme s'il regardait à travers moi. Une nuit, je me suis décidé à vérifier les enregistrements des caméras de sécurité. Je voulais comprendre pourquoi cet homme me semblait si étrange. Mais ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Sur les vidéos, on me voyait à la caisse, attendre, scanner la boîte de comprimés, mais lui, il n'apparaissait jamais. La porte ne s'ouvrait pas, il ne passait pas dans les rayons. On ne voyait que moi, seul, regardant dans le vide et encaissant une vente qui, sur les images, n'existait pas. J'ai d'abord pensé à un problème technique avec les caméras, mais pourquoi aurait-il été le seul à ne pas être enregistré? Les autres clients étaient bien visibles. Troublé, j'en ai parlé à un collègue, un homme plus âgé qui travaillait ici depuis des années. Quand je lui ai décrit cet homme mystérieux, il m'a écouté en silence, puis son visage s'est assombri. « Tu sais, ça me rappelle quelqu'un » m'a-t-il dit après un long moment. Il y avait un type qui travaillait ici il y a quelques années. Toujours à l'heure, très sérieux, un peu étrange. Mais il est mort dans un accident juste là, dans le parking derrière la pharmacie. Une histoire tragique. Je sentais mon cœur s'accélérer. Est-ce que c'était une coïncidence? Ou est-ce que cet homme que je voyais chaque nuit pouvait vraiment être autre chose? Mon esprit oscillait entre le scepticisme et la peur, mais je ne pouvais ignorer cette coïncidence troublante. Et chaque nuit suivante, quand l'horloge marquait 3 heures, mon angoisse grandissait. Une nuit, alors que l'horloge affichait 2h58, je sentais une tension inhabituelle dans l'air. Je savais qu'il allait bientôt arriver. Je fixais la porte d'entrée, attendant de voir sa silhouette apparaître comme elle le faisait toujours. Et, comme prévu, à 3 heures pile, il est entré. Ses gestes étaient les mêmes. Il s'est dirigé vers le rayon, a pris la même boîte de comprimés, a marché jusqu'au comptoir et a déposé l'argent exact. Cette fois, pourtant, je ne pouvais plus me contenter de rester là à observer, paralysé par mes propres questions. J'avais besoin de savoir qui il était, où il allait, et surtout pourquoi il me semblait si irréel. Alors, lorsque la porte automatique se referma derrière lui, j'ai pris mon manteau et je l'ai suivi. Il marchait lentement, presque comme s'il flottait, ses pas résonnant à peine sur l'asphalte du parking désert. De loin, je le regardais se diriger vers un coin sombre, là où je savais que les employés de nuit garent habituellement leur voiture. Mais à mesure que je m'approchais, une étrange sensation s'emparait de moi. L'air semblait devenir plus froid, et le silence de la nuit paraissait encore plus oppressant. Il s'est arrêté devant une vieille voiture, un modèle qui semblait sortir d'une autre époque. La peinture était impeccable, mais il y avait quelque chose d'étrange. Il n'y avait aucune plaque d'immatriculation, aucun signe d'usure, comme si cette voiture n'avait jamais vraiment servi. Il a ouvert la portière, est monté à l'intérieur,
Et c'est là que tout a basculé. Avant que je puisse m'approcher davantage, j'ai vu la voiture disparaître sous mes yeux. Pas un bruit, pas un mouvement. Une seconde, elle était là, et la suivante, il ne restait que l'obscurité et un vide oppressant. Je suis resté figé, incapable de comprendre ce que je venais de voir. Le vent s'est levé soudainement, glaçant mes joues, et une pensée terrifiante s'est imposée à moi. Ce que je venais de suivre n'était peut-être pas humain. Une nuit, alors que l'horloge affichait 2h58, je sentais une tension inhabituelle dans l'air. Je savais qu'il allait bientôt arriver. Je fixais la porte d'entrée, attendant de voir sa silhouette apparaître comme elle le faisait toujours. Et, comme prévu, à 3h pile, il est entré. Ses gestes étaient les mêmes. Il s'est dirigé vers le rayon, a pris la même boîte de comprimés, a marché jusqu'au comptoir et a déposé l'argent exact. Cette fois, pourtant, je ne pouvais plus me contenter de rester là à observer, paralysé par mes propres questions. J'avais besoin de savoir qui il était, où il allait, et surtout pourquoi il me semblait si irréel. Alors, lorsque la porte automatique se referma derrière lui, j'ai pris mon manteau et je l'ai suivi. Il marchait lentement, presque comme s'il flottait, ses pas résonnant à peine sur l'asphalte du parking désert. De loin, je le regardais se diriger vers un coin sombre, là où je savais que les employés de nuit garent habituellement leurs voitures. Mais à mesure que je m'approchais, une étrange sensation s'emparait de moi, l'air semblait devenir plus froid, et le silence de la nuit paraissait encore plus oppressant. Il s'est arrêté devant une vieille voiture, un modèle qui semblait sortir d'une autre époque. La peinture était impeccable, mais il y avait quelque chose d'étrange, il n'y avait aucune plaque d'immatriculation, aucun signe d'usure, comme si cette voiture n'avait jamais vraiment servi. Il a ouvert la portière, est monté à l'intérieur, et c'est là que tout a basculé. Avant que je puisse m'approcher davantage, j'ai vu la voiture disparaître sous mes yeux. Pas un bruit, pas un mouvement. Une seconde, elle était là, et la suivante, il ne restait que l'obscurité et un vide oppressant. Je suis resté figé, incapable de comprendre ce que je venais de voir. Le vent s'est levé soudainement, glaçant mes joues, et une pensée terrifiante s'est imposée à moi. Ce que je venais de suivre n'était peut-être pas humain. Le lendemain, je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à ce que j'avais vu, ou plutôt à ce que j'avais cru voir. Était-ce mon esprit fatigué qui m'avait joué un tour, une illusion due à la solitude des nuits de travail? Mais tout semblait trop réel, l'homme, la voiture, et surtout cette disparition inexplicable. Déterminé à obtenir des réponses, j'ai décidé d'enquêter sur l'accident dont mon collègue avait parlé. Après une rapide recherche en ligne, j'ai trouvé des archives locales relatant l'incident. L'article datait de 5 ans. Un employé de la pharmacie, Marc Dupuis, avait perdu la vie dans un accident tragique juste derrière le bâtiment. Selon les rapports, sa voiture avait percuté un poteau électrique avant de prendre feu. Ce qui me glaça le sang, c'est que la description de sa voiture correspondait parfaitement à celle que j'avais vue disparaître dans le parking. En creusant davantage, j'ai découvert des détails encore plus troublants. Marc Dupuis était connu pour être un homme de routine. Chaque nuit, à 3h précises, il quittait son poste pour prendre une pause, souvent pour acheter les mêmes comprimés qu'il semblait consommer régulièrement. Ses habitudes étaient tellement ancrées que ses collègues de l'époque en parlaient encore comme d'une sorte de rituel immuable. Je suis retourné au travail cette nuit-là avec un poids sur la poitrine. À 3h, comme d'habitude, il est apparu. Cette fois, j'ai décidé de ne pas bouger, paralysé entre la peur et une étrange fascination. Mais lorsque je me suis approché du comptoir après son départ, un détail a attiré mon attention. La boîte de comprimés qu'il avait laissée ne portait pas le code-barre habituel. En regardant de plus près, j'ai remarqué une date d'expiration, datant d'avant l'accident. Le froid m'a envahi. Cette boîte ne pouvait pas être là. Elle appartenait à un lot qui n'existait plus dans l'inventaire depuis des années. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. Ce client, ce n'était pas un simple habitué. C'était un écho du passé, une ombre emprisonnée dans une boucle sans fin, répétant les mêmes gestes, encore et encore. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Chaque fois que je fermais les paupières, je voyais son visage inexpressif, ses yeux vides fixant quelque chose au-delà de ma compréhension. Je savais que je ne pouvais pas continuer à travailler dans cette pharmacie sans chercher à résoudre ce mystère. Mais plus je réfléchissais, plus je me sentais dépassé. Le soir suivant, j'ai pris une décision. J'allais affronter cette présence, une fois pour toutes. À 3h précises, il est apparu, comme toujours. Cette fois, j'ai rassemblé tout mon courage. Au moment où il posait la boîte de comprimés et l'argent sur le comptoir, j'ai pris la parole. « Qui êtes-vous » ai-je demandé d'une voix tremblante. Il n'a pas répondu. Pas un mot, pas un regard. Il a simplement tourné les talons et s'est dirigé vers la sortie.
Mais alors qu'il franchissait la porte, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une légère empreinte humide sur le sol, comme si ses chaussures avaient traversé une flaque d'eau, sauf qu'il n'avait pas plu depuis des jours. Après son départ, je me suis avancé jusqu'au comptoir. La boîte de comprimés était là, accompagnée du montant exact, mais cette fois, il y avait quelque chose de plus. Sous la boîte, un papier jauni, plié en deux. Je l'ai déplié avec précaution et découvert une écriture tremblante, presque illisible. « Aidez-moi! Je ne peux pas partir. » Mon cœur s'est emballé. Était-ce un appel à l'aide? Une tentative désespérée de se libérer? Ou quelque chose de bien plus sombre? Le lendemain, j'ai pris une décision définitive. J'ai démissionné. Je savais que je ne pouvais pas continuer à travailler dans cet endroit hanté par une présence qui défiait toute logique. Mais même aujourd'hui, alors que j'ai tourné la page et changé de vie, il m'arrive encore de me réveiller à 3 heures du matin. Et, dans le silence de la nuit, je crois entendre le bruit de pièces qui tintent doucement sur un comptoir déserté. Je travaillais tard, comme à mon habitude, dans cette petite pharmacie de quartier où chaque recoin semblait imprégné par des années de routine et de silence. La soirée était calme, presque trop calme, et le bruit monotone de l'horloge murale était ma seule compagnie. Je venais de terminer d'organiser les étagères lorsque j'ai remarqué quelque chose derrière le comptoir, coincé entre le mur et le meuble. Curieux, je me suis penché pour ramasser l'objet. C'était une feuille jaunie, fragile, comme si elle pouvait se désintégrer au moindre geste brusque. Une prescription médicale. L'écriture manuscrite, élégante mais tremblante, m'a tout de suite frappé par son caractère ancien. Elle était datée de 1978, un détail qui m'a fait froncer les sourcils. En regardant de plus près, j'ai vu le nom du médecin, Dr. Paul Vasseur. Ce nom résonnait étrangement en moi. Je me souvenais d'histoires que mes collègues plus âgés avaient racontées à propos de ce médecin, autrefois réputé, mais décédé dans des circonstances tragiques il y a des décennies. Le médicament mentionné sur la prescription m'a intrigué encore davantage. Un nom obscur, presque oublié, que je n'avais jamais vu prescrit de toute ma carrière. Je savais que ce produit n'était plus fabriqué depuis des années, probablement interdit pour des raisons de sécurité. Je me suis demandé comment cette prescription avait pu atterrir là, derrière le comptoir. La pharmacie avait été rénovée plusieurs fois depuis cette époque. Était-ce un oubli? Une coïncidence? Ou quelque chose de plus étrange? Je me suis surpris à frissonner, malgré la chaleur de l'intérieur. Quelque chose dans cette découverte me mettait mal à l'aise, comme si je venais de réveiller une histoire qui n'aurait jamais dû sortir de l'oubli. La nuit était tombée, enveloppant la pharmacie d'une atmosphère presque surnaturelle. Je m'apprêtais à fermer lorsque la porte d'entrée s'est ouverte brusquement, me faisant sursauter. Une femme est entrée, sa silhouette mince et pâle se découpant dans l'obscurité. Elle portait un manteau long et usé, qui semblait dater d'une époque révolue, et ses cheveux noirs étaient tirés en arrière dans un chignon serré. Ce détail, entre autres, me parut étrange. Elle s'approcha du comptoir d'un pas rapide, presque précipité, comme si le temps lui était compté. Ses yeux étaient écarquillés, fiévreux, comme si elle venait de courir un marathon. Il y avait quelque chose dans son regard qui me mettait mal à l'aise, une intensité qui me perturbait. Elle posa devant moi une feuille que je reconnus immédiatement. C'était la prescription que j'avais trouvée un peu plus tôt. « J'ai besoin de ce médicament. C'est urgent, s'il vous plaît. Vous devez m'aider, » dit-elle d'une voix tremblante, presque désespérée. Je l'observais, perplexe. Sa demande était étrange. Je lui expliquai, calmement mais fermement, que le médicament en question n'était plus fabriqué depuis des années et qu'il n'était plus disponible en raison de ses effets secondaires dangereux. Mais elle ne sembla pas m'écouter. Elle insista, avec une pression dans la voix que je n'avais jamais entendue auparavant. « Il faut absolument que je l'obtienne. C'est pour sauver quelqu'un, » ajouta-t-elle, ses mains tremblant alors qu'elle serrait la prescription contre sa poitrine. Je tentai d'en savoir plus. Qui était cette personne qu'elle voulait sauver? Pourquoi avait-elle absolument besoin de ce médicament particulier? Mais chaque question que je posais semblait la rendre plus nerveuse. Elle me regardait avec insistance, comme si elle redoutait que je lui refuse. J'allais pour lui expliquer de nouveau que je ne pouvais rien faire, mais à cet instant, un frisson glacé parcourut l'air de la pharmacie. En levant les yeux, j'ai vu que la femme n'était plus là. Elle avait disparu aussi soudainement qu'elle était apparue. Il n'y avait plus de bruit, plus de mouvement, juste le silence pesant d'une nuit qui semblait n'avoir jamais commencé. Je restais là, incrédule, cherchant des signes de son passage. Rien. Aucune trace. Je me précipitai dehors, mais la rue était vide. La porte était toujours fermée, et la lumière du néon clignotait faiblement au-dessus de moi. J'ai regardé autour de moi, tout semblait normal. Trop normal.
Mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas la fin. C'était à peine le début. J'étais resté figé pendant plusieurs minutes, le regard fixé sur la porte de la pharmacie. L'adrénaline pulsait dans mes veines, et une étrange sensation de vertige m'envahissait. Je n'avais pas rêvé. Elle était bien là, cette femme, mais elle avait disparu en un clin d'œil, comme si elle n'avait jamais existé. J'ai vérifié les caméras de sécurité, espérant y trouver une explication rationnelle. Peut-être avais-je imaginé la scène, mais, en regardant les enregistrements, je vis que la porte s'était ouverte bien après l'heure de fermeture. La caméra la captait entrant, puis se figeait à l'endroit où elle s'était approchée du comptoir. Elle semblait parler, mais il n'y avait aucun son. Quand j'avançais l'image pour observer sa disparition, il n'y avait aucune trace de son départ. C'était comme si, après s'être avancée vers moi, elle s'était simplement volatilisée. Je me suis approché des étagères, mon cœur battant la chamade. Le frisson qui m'avait traversé plus tôt n'avait pas disparu. J'ai observé le comptoir. La prescription était là, sur le dessus, exactement à l'endroit où je l'avais laissée. Mais quelque chose n'allait pas. Un détail me frappait. La feuille semblait légèrement plus usée qu'avant, comme si elle avait été manipulée plusieurs fois, bien plus qu'un simple objet trouvé derrière un meuble poussiéreux. Je suis allé chercher les archives, fouillant dans les dossiers pour voir si je pouvais trouver des informations sur cette prescription étrange. Chaque recherche semblait m'éloigner davantage de réponses. Mais au moment où je fermais un tiroir, mon regard tomba sur un autre objet. Un petit flacon en verre, à moitié caché sous un tas de papier. Il semblait aussi ancien que la prescription, et la substance qu'il contenait, si elle avait encore une couleur, m'échappa à l'instant. Le flacon était presque vide. Une sensation désagréable m'envahit. La présence de la femme revenait à mon esprit, aussi palpable que si elle se tenait juste derrière moi. Pourquoi m'avait-elle demandé ce médicament en particulier? Pourquoi semblait-elle si déterminée à l'obtenir? Et pourquoi avait-elle disparu sans laisser de traces? Mon esprit, accablé de questions sans réponse, s'égarait dans des hypothèses de plus en plus folles. Mais avant que je puisse réfléchir davantage, une série de bruits sourds se fit entendre. C'était comme si quelque chose frappait le mur de la pharmacie, ou comme si des pas lourds se rapprochaient de la porte. Je me suis précipité vers l'entrée, mais il n'y avait personne. En retournant dans l'arrière-boutique, je n'eus qu'un seul désir, quitter cet endroit. Mais, comme pour me retenir, le téléphone sonna. C'était le numéro d'un collègue qui travaillait dans une autre pharmacie du coin. Il m'avait appelé pour me dire qu'il venait de recevoir un appel étrange d'un patient qui avait mentionné une prescription du docteur Vasseur. Il était sur le point de la traiter, mais il semblait inquiet. Un frisson me traversa l'échine. Comment ce patient pouvait-il savoir quoi que ce soit à propos de cette prescription? Le téléphone vibra dans ma main. La vérité m'échappait encore, mais je savais que, de toute façon, il était trop tard pour revenir en arrière. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que quelque chose m'échappait. Une série de petits événements perturbants s'enchaînaient, et à chaque étape, je me sentais de plus en plus pris au piège dans une histoire que je ne comprenais pas. Les recherches sur le docteur Vasseur n'avaient fait qu'empirer les choses. J'ai commencé à fouiller dans les archives de la ville, à la recherche de tout ce qui pouvait être lié à lui. Ce médecin, un personnage autrefois respecté dans la communauté, avait connu une fin tragique. On disait qu'il était impliqué dans des pratiques médicales expérimentales, souvent controversées. Des rumeurs circulaient sur des traitements non approuvés, des essais qui avaient mal tourné. Mais c'était dans les années 70, et la plupart des dossiers avaient disparu ou étaient soigneusement dissimulés. Il y avait cependant une histoire qui revenait souvent. Une jeune femme morte après avoir reçu un traitement expérimental. Une overdose accidentelle, selon les rapports officiels. Mais dans les murmures de la ville, il était dit que cette femme était en réalité morte à cause d'un médicament spécifique, un médicament que le docteur Vasseur avait essayé de rendre parfait, une formule qu'il croyait pouvoir guérir une mystérieuse maladie. Un médicament qui, après sa mort, avait été retiré du marché, détruit et effacé de tous les registres médicaux. Et maintenant, je trouvais une prescription pour ce même médicament, je décidai de consulter les dossiers du médecin, cherchant à comprendre comment ce flacon du remède interdit pouvait se retrouver entre mes mains. En épluchant des dossiers vieux de plusieurs décennies, je tombais sur une lettre adressée à un autre médecin de la ville, une lettre qui parlait d'un rituel pour l'âme. Le ton était vague, énigmatique, comme si quelque chose de plus grand que la science se jouait là, dans les coulisses. Le médecin semblait parler d'un remède capable de maintenir l'esprit d'un être cher en vie, au-delà de la mort. Mais pourquoi une prescription aussi vieille apparaissait-elle soudainement dans ma pharmacie? Pourquoi cette femme était-elle venue me voir, avec une urgence palpable, exigeant ce médicament? Et pourquoi avait-elle disparu sans laisser de traces? Un soir, alors que j'étais en train de trier des boîtes de médicaments dans l'arrière-boutique,
Une pensée m'effleura. Si ce médicament existait encore, qui pourrait en avoir besoin? Je n'avais pas fait attention tout de suite, mais j'avais remarqué un détail troublant la première fois que j'avais vu la prescription. Elle était datée du jour même, bien que l'année mentionnée soit 1978. Je savais qu'il me fallait faire une dernière chose, retourner à la pharmacie de mon collègue et enquêter sur ce mystérieux appel. Peut-être que là-bas, j'aurais enfin une réponse. Mais en quittant la pharmacie ce soir-là, une sensation étrange m'envahit. Quelque chose, ou quelqu'un, semblait m'observer, m'attendant au tournant. Je pouvais presque entendre les pas derrière moi, malgré l'isolement absolu de la rue. En arrivant à la pharmacie de mon collègue, j'avais l'impression d'être observé. Chaque pas résonnait dans l'air humide de la nuit, chaque bruit semblait plus aigu, plus proche, comme si quelque chose se cachait dans les ombres. La porte de la pharmacie était entr'ouverte, et l'intérieur semblait plongé dans une obscurité inquiétante. Je poussai la porte, mais aucune lumière ne s'alluma. Tout était dans le noir, à l'exception de l'écran d'ordinateur qui clignotait faiblement derrière le comptoir. « Pierre » appelai-je, ma voix se perdant dans le silence épais. Aucune réponse. Je me suis approché du comptoir, mes yeux cherchant dans l'obscurité. Puis, je remarquai un dossier ouvert sur le comptoir, sa couverture jaunie et marquée par le temps. C'était un dossier médical, et sur la première page, je reconnus immédiatement le nom du docteur Vasseur. Mon cœur se serra. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas une coïncidence. Pierre n'était pas là, mais le dossier. Ce dossier était bien plus qu'une simple recherche médicale. Je pris le document et commençai à le feuilleter, chaque page me donnant plus de frissons que la précédente. Le médecin y était mentionné à plusieurs reprises, et il parlait de patients ayant reçu ce fameux médicament, le rêve éternel, un remède qu'il avait créé pour garder l'esprit humain éveillé même après la mort. Le frisson qui me traversa fut presque physique. Cette histoire, je la connaissais. C'était la même que dans les rumeurs de la ville. Mais il y avait un détail que je n'avais pas vu auparavant, une mention concernant une disparition récente d'un patient, un homme qui avait disparu sans laisser de traces quelques jours après avoir reçu la prescription. Mon collègue, Pierre, était-il impliqué dans cette histoire? Pourquoi n'était-il pas là? Je me levai brusquement, l'angoisse me saisissant à la gorge. C'est alors que j'entendis un bruit étrange venant de l'arrière-boutique, un bruit de verre brisé. Sans réfléchir, je me précipitai vers la source du bruit, mon cœur battant la chamade. La porte de l'arrière-boutique était entr'ouverte, et en la poussant, je vis Pierre, allongé sur le sol, inconscient, le visage pâle comme un spectre. Je courus vers lui, tentant de le réveiller, mais ses yeux restaient fermés, et son corps semblait anormalement rigide. C'est alors que je remarquai une chose étrange, un petit flacon vide reposait à côté de lui. C'était le même flacon que j'avais trouvé dans ma pharmacie, celui contenant le rêve éternel. Un souffle glacial m'effleura la nuque. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait personne. Pourtant, dans l'air lourd, je pouvais sentir la présence de quelque chose d'invisible, quelque chose qui me fixait depuis l'ombre. Je n'avais plus de doute. Cette histoire était bien plus grande que ce que je pouvais imaginer, et je me retrouvais au cœur d'un piège dont je ne pouvais plus sortir. Le docteur Vasseur n'était peut-être pas mort, après tout. Et ce remède, cette prescription maudite, ne semblait pas avoir dit son dernier mot. Je travaille dans une vieille pharmacie, un de ces endroits qui semblent figés dans le temps. Les murs sont recouverts d'étagères en bois sombre, et le sol en carrelage craque sous nos pas. Au centre du corridor principal, il y a un grand miroir encastré dans le mur, un vestige de l'époque où ce bâtiment servait à autre chose, bien avant d'être transformé en pharmacie. On ne sait pas exactement pourquoi il est encore là, mais il donne une ambiance étrange au lieu, surtout la nuit, lorsque tout est silencieux et que les lumières artificielles éclairent ses contours. Récemment, après quelques vols signalés par des clients, la direction a décidé d'installer un nouveau système de surveillance. Des caméras ont été placées dans tous les coins stratégiques, y compris une qui pointe directement vers le miroir du corridor principal. C'était censé être une précaution de routine, rien d'extraordinaire. Au début, tout semblait normal. Les caméras captaient le va-et-vient quotidien, les clients qui parcouraient les rayons, les employés qui rangeaient les étagères. Mais c'est quand nous avons commencé à vérifier les enregistrements nocturnes que les choses ont pris une tournure dérangeante. La première fois que nous avons remarqué quelque chose d'étrange, c'était un matin, alors que nous regardions les enregistrements de la nuit précédente. Tout semblait parfaitement normal jusqu'à ce qu'on arrive à une séquence filmée à 2 heures du matin. Sur l'écran, le miroir du corridor principal renvoyait l'image habituelle, les rayons derrière, l'éclairage tamisé, le sol vide. Mais soudain, quelque chose a attiré notre attention. Dans le reflet du miroir, une femme était debout,
immobile. Elle portait une longue robe d'un style dépassé, presque comme si elle sortait d'une autre époque. Ses cheveux, sombres et emmêlés, cachaient une partie de son visage, mais on pouvait distinguer ses yeux. Il regardait directement dans la caméra, comme si elle savait qu'on l'observait. Un frisson m'a parcouru le dos. Je me suis immédiatement tourné vers mes collègues, mais tous semblaient aussi troublés que moi. Le corridor était vide à ce moment-là, on en était sûr. Il n'y avait aucune trace de cette femme sur les autres angles de caméra, seulement dans le miroir. Nous avons remonté les enregistrements de la semaine. À notre grande stupeur, la scène s'était répétée plusieurs fois. Toujours à la même heure, toujours la même femme, et toujours ce regard qui semblait transpercer l'objectif pour venir directement jusqu'à nous. À mesure que nous continuions à examiner les enregistrements, une étrange routine se dessinait. Chaque nuit, à 2 heures précises, la femme apparaissait dans le reflet du miroir, immobile, toujours au même endroit. C'était comme si elle attendait quelque chose, ou quelqu'un. Mais ce qui était encore plus terrifiant, c'était qu'elle ne bougeait jamais. Pas un geste, pas d'un clignement d'œil, seulement ce regard fixe, lourd, insoutenable. La tension parmi l'équipe grandissait. Certains refusaient catégoriquement de travailler la nuit. Les plus superstitieux murmuraient qu'il fallait retirer le miroir ou même faire venir un prêtre. Moi, je faisais tout pour me convaincre que ce n'était qu'un problème technique, une sorte d'illusion causée par la caméra ou les reflets. Pourtant, au fond de moi, quelque chose me disait que ce n'était pas aussi simple. Une nuit, pris par une curiosité malsaine, j'ai décidé de rester après la fermeture pour voir par moi-même. J'ai prétexté devoir finir un inventaire et me suis installé dans le bureau de surveillance, seul, les yeux rivés sur l'écran. À 2 heures pile, elle est apparue. Exactement comme dans les vidéos. Cette fois, cependant, j'ai ressenti quelque chose de différent, une présence. C'était subtil, mais j'avais l'impression qu'il faisait plus froid dans le bureau. Mes mains tremblaient légèrement alors que je regardais l'écran. Et puis, pour la première fois, il m'a semblé que son regard n'était pas fixé sur la caméra, mais sur moi. Après cette nuit, je ne pouvais plus ignorer ce que j'avais vu. La femme dans le miroir n'était pas une simple anomalie technique ou un jeu de lumière. Elle était réelle, ou du moins, sa présence l'était. Cela m'obsédait. Chaque reflet dans une vitre ou un écran me faisait sursauter. Je savais qu'il fallait comprendre ce qui se passait, alors j'ai commencé à me renseigner sur l'histoire du bâtiment. J'ai découvert que, bien avant d'être une pharmacie, cet endroit était une maison privée construite au début du XXe siècle. Elle appartenait à une femme nommée Madeleine, qui vivait seule après la mort tragique de son mari. Les archives locales racontaient qu'un jour, Madeleine avait disparu sans laisser de traces. Malgré des recherches intensives, ni son corps ni aucun indice de ce qui avait pu lui arriver n'avait été trouvé. Ce qui m'a glacé le sang, c'est qu'un détail revenait souvent dans les récits. Madeleine avait une obsession pour les miroirs. On disait qu'elle en avait dans presque toutes les pièces de la maison, comme si elle cherchait à voir quelque chose, ou quelqu'un. Certains voisins de l'époque affirmaient même avoir entendu des murmures étranges venant de sa maison, toujours autour des miroirs. C'était là, dans ce même bâtiment, qu'elle avait disparu. Et l'emplacement exact du miroir dans le corridor correspondait à ce qui était autrefois l'entrée de sa chambre principale. Ce n'était pas une coïncidence. J'en étais sûr, la femme que nous voyions dans le reflet, c'était Madeleine. Mais pourquoi était-elle encore là? Que voulait-elle? Ces questions m'empêchaient de dormir, et je savais qu'il ne me restait qu'une seule chose à faire, l'affronter directement. Une nuit, j'ai pris mon courage à 2 mains et décidé de rester seul dans la pharmacie pour confronter Madeleine, ou du moins son reflet. J'avais besoin de comprendre, de savoir pourquoi elle était là et ce qu'elle cherchait. J'ai attendu que tout le monde parte, vérifié 2 fois que les portes étaient verrouillées, puis je me suis installé dans le corridor principal, face au miroir. Le silence était écrasant. On n'entendait que le léger bourdonnement des néons. Mon cœur battait si fort que je pouvais presque l'entendre résonner dans ma tête. À mesure que l'heure approchait, l'air semblait devenir plus froid, presque glacé. À 2 heures précises, elle est apparue. Pas dans le miroir cette fois, mais directement devant moi. Elle semblait flotter, son visage à moitié caché par ses cheveux emmêlés. Ses yeux, sombres et vides, étaient fixés sur moi avec une intensité insupportable. Je voulais parler, poser des questions, mais ma voix restait bloquée dans ma gorge. Puis, elle a levé une main et a pointé du doigt le miroir derrière moi. Lentement, je me suis retourné. Ce que j'ai vu m'a paralysé de terreur. Dans le reflet, elle n'était pas seule. Une ombre, indistincte mais terrifiante, se tenait juste derrière moi. Je pouvais sentir une présence, froide et oppressante, se rapprocher. Le miroir a commencé à trembler, et un murmure s'est élevé, comme une centaine de voix parlant en même temps. Madeleine a soudain tendu la main vers le verre, et avant que je puisse réagir, une force invisible m'a poussé violemment contre le miroir.
J'ai senti comme un courant glacial m'envahir, et tout est devenu noir. Je me suis réveillé des heures plus tard, allongé dans le corridor, seul. Mais quelque chose avait changé. Depuis cette nuit, je ne supporte plus de me regarder dans un miroir. À chaque reflet, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment moi qui me regarde, mais elle. Je travaille dans une petite pharmacie ouverte 24 heures sur 24, située en périphérie d'une ville paisible. Mon nom est Isabelle, et depuis quelques années, je suis habitué à l'étrange tranquillité des nuits derrière le comptoir. Les heures entre minuit et 5 heures du matin sont les plus calmes. Pas un client, pas un bruit, seulement le bourdonnement constant des réfrigérateurs et le clic occasionnel du système informatique. C'est un travail routinier, parfois ennuyeux, mais qui me convient. J'ai toujours aimé le silence. Du moins, c'est ce que je pensais avant que ces nuits ne deviennent différentes. Cela a commencé il y a quelques semaines, avec quelque chose d'insignifiant, ou du moins c'est ce que j'ai cru. Je recevais des commandes en ligne via notre système, des demandes ordinaires pour des médicaments ou des produits de première nécessité. Mais un soir, une commande m'a interpellé, un médicament que je ne reconnaissais pas. En cherchant dans notre base de données, j'ai découvert qu'il avait été retiré du marché il y a plus de 10 ans. Une erreur du système, sûrement, me suis-je dit, avant d'annuler la commande et de poursuivre ma nuit. Cependant, ces erreurs ont continué. Presque chaque nuit, un nouveau produit obsolète apparaissait dans les commandes. Parfois, c'étaient des médicaments que je n'avais jamais vus, mais qui, après vérification, s'avéraient bel et bien avoir existé, bien que plus disponibles depuis des années. Ce détail a commencé à me troubler. À cela s'ajoutait un autre phénomène étrange. Ces commandes venaient souvent à des heures précises, comme si quelqu'un avait minutieusement programmé leur envoi. Toujours entre 2 heures et 3 heures du matin, des moments, généralement, la pharmacie était plongée dans un silence presque oppressant. Au début, je tentais de me convaincre qu'il s'agissait simplement d'un problème technique. Peut-être une faille dans le logiciel ou une erreur d'archivage. Mais, peu à peu, une sensation étrange s'installait en moi. Ce n'était pas seulement l'absurdité des commandes qui me dérangeait, mais aussi la régularité de ces événements, comme si une présence, invisible mais insistante, cherchait à attirer mon attention. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir le poids du silence, un silence qui, auparavant, m'apaisait, mais qui désormais semblait lourd, oppressant, comme si, dans ce calme apparent, quelque chose veillait. Les nuits suivantes, les choses ont commencé à devenir encore plus étranges. Les commandes inhabituelles continuaient d'arriver, toujours aux mêmes heures. Mais ce n'était pas tout. Je commençais à remarquer des détails troublants dans ces demandes. Les noms des clients associés à ces commandes semblaient sortis d'un autre temps. Jean-Baptiste Morel, Marguerite Fournier. À chaque recherche, je réalisais qu'aucune de ces personnes ne figurait dans nos registres récents. Certaines étaient même liées à des comptes désactivés depuis plusieurs années. Une nuit, alors que je tentais de comprendre ce qui se passait, le système informatique fit un bruit inhabituel, une sorte de grésillement aigu, suivi d'un message d'erreur sur l'écran. Quand j'ai rafraîchi la page, une nouvelle commande était apparue. Cette fois-ci, le médicament demandé portait un nom que je ne connaissais pas du tout. Ténoraline. Intrigué, je fis une recherche approfondie. Je découvris qu'il s'agissait d'un ancien sédatif retiré du marché dans les années 1980 à cause de ses effets secondaires dangereux. Mon cœur se serra. Pourquoi quelqu'un commanderait-il un médicament aussi ancien? Et surtout, comment était-il possible que ce produit soit encore dans notre système? Ce qui me perturbait encore plus, c'étaient les événements qui accompagnaient ces commandes. Par exemple, les lumières du drive-thru, qui d'habitude restaient fixes, se mettaient à clignoter de manière irrégulière, sans raison apparente. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'un problème électrique, mais après avoir demandé au technicien de maintenance de vérifier, il m'assura que tout fonctionnait normalement. Et puis, il y avait cette sensation, comme si quelqu'un me regardait. Cela arrivait souvent aux alentours de 2 heures du matin, lorsque le silence était à son comble. À ces moments-là, je sentais une présence, invisible mais palpable, dans l'air. Un frisson glacé parcourait mon dos, et il m'arrivait de me retourner brusquement, croyant voir une ombre se mouvoir dans les reflets des vitrines. Mais à chaque fois, il n'y avait rien. La goutte d'eau fut cette nuit où, alors que je préparais une commande, j'entendis un bruit étrange venant du drive-thru. Un claquement sec, comme si quelqu'un avait frappé doucement contre la fenêtre. Je posai mes affaires et m'approchai lentement. Mais lorsque je regardai à l'extérieur, il n'y avait personne. À cet instant, je réalisai que je n'étais peut-être pas seul dans cette pharmacie, du moins, pas de la manière habituelle. Cette nuit-là, tout bascula. Comme à l'habitude, je travaillais seul, tentant de m'occuper pour éviter de penser à ces événements troublants.
Il était presque 2 heures du matin lorsque j'entendis, une fois de plus, ce bruit survenant du drive-thru. Un moteur, cette fois. Pas un moteur moderne et fluide, mais un ronronnement rauque, vieux, qui semblait peiner à tourner correctement. Je m'approchai prudemment de la fenêtre, et là, je le vis, un vieux véhicule noir, probablement des années 70. Sa carrosserie semblait en bon état, mais il émanait de cette voiture quelque chose d'étrangement dérangeant. Les vitres étaient teintées, si sombres que je ne pouvais distinguer aucune silhouette à l'intérieur. Mon instinct me criait de rester loin, mais mon devoir professionnel m'obligeait à avancer. Alors, avec hésitation, je pris la commande qui était apparue quelques minutes plus tôt dans le système, encore un médicament introuvable dans nos stocks depuis des décennies. « Bonsoir » lançai-je d'une voix tremblante en ouvrant légèrement la fenêtre. Pas de réponse. Seul le bruit du moteur résonnait dans le silence oppressant de la nuit. Je fis un pas de plus, essayant de voir à travers les vitres. Toujours rien. Je pris une grande inspiration et approchai lentement ma main de la fenêtre pour déposer le sachet contenant la commande. À cet instant, le moteur rugit, et le véhicule accéléra brusquement, disparaissant dans l'obscurité en une fraction de seconde. Je restai figé, mon cœur battant à tout rompre. Ce départ soudain m'avait coupé le souffle, mais ce qui me terrifiait encore plus, c'était ce que je vis en retournant à mon poste. Le système avait enregistré le paiement. Mais le détail qui me glaça le sang, la transaction provenait de la même compte désactivée que j'avais vue auparavant, celle qui, selon mes recherches, appartenait à une personne décédée depuis des années. Je sentis mes mains trembler alors que je tentais de comprendre ce qui venait de se passer. J'étais terrifié, mais une chose était claire, ce n'était pas une simple erreur technique. Ce que je venais de vivre dépassait tout ce que je pouvais expliquer rationnellement. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'incompréhension et de peur. Incapable de me calmer, je décidai de mener une enquête sur le compte qui avait effectué le paiement. Le nom était celui d'un certain Éric Dufresne, un homme que je n'avais jamais entendu mentionner auparavant. Cependant, en creusant plus profondément dans le système, je tombai sur un article de journal ancien, relatant un tragique accident de voiture survenu à moins de 2 kilomètres de la pharmacie, près d'une intersection connue pour être particulièrement sombre la nuit. La date de l'accident correspondait parfaitement à celle du désactivation du compte, il y a plus de 8 ans. Le véhicule impliqué dans l'accident, une vieille voiture noire, identique à celle que j'avais vue dans le drive-thru. Un frisson me parcourut l'échine en lisant la description. Un homme du nom d'Éric Dufresne, victime d'un accident mortel. Le véhicule a percuté un arbre à grande vitesse. Aucun survivant. Mon esprit commença à s'emballer. L'accident, la voiture, le nom, tout semblait s'entrelacer de façon trop sinistre pour être une simple coïncidence. Pourquoi cet homme, disparu depuis des années, continuait-il à interagir avec la pharmacie de cette manière? Pourquoi sa commande avait-elle été validée alors que son compte était supposé être clos? Je me rendis alors compte que la sensation de présence que j'avais ressentie à plusieurs reprises ces dernières nuits n'était peut-être pas juste le fruit de mon imagination. J'étais observé. J'étais connecté à quelque chose qui me dépassait. À cette pensée, un bruit sourd se fit entendre, comme un objet tombant dans l'arrière-boutique. Je me précipitai vers le bruit, mon cœur battant à tout rompre, mais je ne trouvai rien. Les lumières du magasin se mirent à clignoter, puis s'éteignirent complètement, ne laissant que l'éclat pâle des écrans d'ordinateur. La tension monta d'un cran. Je me précipitai vers le disjoncteur, mais avant même d'y parvenir, la lumière revint. Un message apparut sur l'un des écrans, un message que je n'avais jamais vu auparavant. « Merci pour votre aide, Isabelle. » Je fis une pause, le souffle court, mes mains moites contre le comptoir. Comment cet inconnu pouvait-il savoir mon nom? La réponse m'échappa, mais une certitude se forma dans mon esprit. Ce n'était pas seulement une histoire de technologie défectueuse ou de coïncidence. Je n'étais plus seul ici. Et ce n'était pas un fantôme qui me hantait, mais quelque chose de bien plus inquiétant. Quelque chose de vivant, ou du moins, qui semblait l'être. Je n'arrivais plus à me débarrasser de la sensation d'être observé. Chaque nuit, les commandes se poursuivaient, toujours aussi mystérieuses et inhabituelles, et chaque nuit, je me sentais de plus en plus piégé dans cette réalité parallèle qui m'échappait. Les bruits, les objets qui se déplaçaient seuls, les messages sur l'écran, tout cela s'accélérait. Et pourtant, malgré ma terreur, je continuais à venir travailler. J'avais l'impression que fuir ne ferait qu'aggraver les choses. Une nuit, alors que j'étais prêt à fermer la pharmacie après une nouvelle série de commandes bizarres, un dernier message arriva. Le produit demandé était encore une fois un médicament obsolète. Mais cette fois, la description m'était encore plus familière, presque trop. Ténoraline. Je n'avais pas envie de le chercher dans le système. Je savais que cela ne mènerait à rien de bon. Mais je le fis quand même.
Le médicament ne figurait plus sur notre base de données. Pourtant, une fiche clinique s'afficha, accompagnée d'un détail effrayant. Utilisé lors du traitement des traumatismes post-accident. L'écran clignota, puis une nouvelle commande apparut dans le drive-thru. Une dernière. Je ne voulais pas la prendre, mais comme hypnotisé, je me levai et m'approchai de la fenêtre. C'était là, dans l'obscurité, la même voiture noire. Ses vitres sombres reflétaient la faible lumière de la pharmacie, et un frisson me parcourut lorsqu'un mouvement furtif à l'intérieur me fit penser que quelqu'un se trouvait là. Je pris une profonde inspiration, rassemblant tout mon courage. Je n'avais pas le choix. Je devais faire face à cette présence. Quand je m'approchai de la fenêtre, le moteur rugit une dernière fois, et la voiture s'engagea à toute vitesse, fonçant droit sur moi. Avant que je n'aie le temps de réagir, elle disparut dans la brume épaisse qui semblait surgir de nulle part. Je restai là, pétrifié, observant la route vide. Je savais ce qui se passait. Ce n'était pas un accident ni une simple erreur technique. Tout avait un sens, et tout était lié à cet homme, à cet accident, et à ce médicament qui ne devait plus exister. Soudain, le compteur de la pharmacie s'éteignit une fois de plus. Cette fois, il n'y avait plus de retour. Je me retrouvai face à un écran noir, et une dernière note apparut, cette fois sur l'écran de ma propre caisse. « Tu as fait ton devoir, Isabelle. » « Merci. » Je quittai la pharmacie ce soir-là et n'y suis jamais retourné. Je ne sais pas si ce message signifiait la fin ou simplement une pause dans ce cauchemar. Mais je n'ai jamais été capable de travailler seul après cela. Le souvenir de cette nuit m'accompagne, et chaque fois que je ferme les yeux, je vois la silhouette du conducteur, son regard vide et sans âme, me fixant, attendant. Je sais qu'il reviendra. Il reviendra toujours. Je travaille dans une petite pharmacie de quartier depuis quelques semaines seulement, et dès mon premier jour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Chaque fois que je passais près de la salle de stockage, un parfum lourd et désagréable flottait dans l'air. Ce n'était pas l'odeur familière des médicaments ou des produits chimiques, mais quelque chose de plus organique et de dérangeant. Un mélange de fleurs fanées et de terre humide. Au début, je pensais que cela venait d'un bouquet oublié quelque part, peut-être laissé par un client ou un ancien employé. Mais en fouillant rapidement la salle, je n'ai rien trouvé. Tout semblait à sa place. Les étagères bien rangées, les boîtes empilées méthodiquement, et aucune trace de fleurs, fraîches ou séchées. Mes collègues semblaient agacés par la même odeur, mais personne n'en parlait vraiment. C'est probablement une fuite quelque part, m'a dit Hélène, l'une des plus anciennes employées, en haussant les épaules. Cette salle a toujours eu un drôle d'air. Malgré tout, l'odeur persistait. Parfois, elle était si forte que j'avais l'impression qu'elle me collait à la peau. Les autres employés avaient pris l'habitude d'éviter la salle de stockage autant que possible, préférant m'envoyer moi, le petit nouveau, pour chercher les produits manquants. À chaque fois que je franchissais la porte, une étrange sensation de malaise m'envahissait, comme si j'étais observé. Un jour, alors que nous étions en pleine pause, je me suis permis de poser la question à mes collègues. « Vous avez déjà trouvé d'où vient cette odeur ?» Ils se sont regardés, un peu embarrassés. « Personne ne sait vraiment, » a murmuré Julie, visiblement mal à l'aise. « Mais elle est là depuis longtemps. » « Longtemps, c'est-à-dire ?» Hélène a soupiré. « Depuis que je travaille ici. Et ça fait 10 ans. » Ce soir-là, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Une odeur si persistante, qui résiste au temps, au nettoyage, et même aux rénovations, quelque chose clochait vraiment dans cette salle. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore à quel point j'aurais préféré ne jamais poser cette question. La curiosité a fini par l'emporter sur le malaise. Une semaine après ma discussion avec mes collègues, je me suis décidé à explorer cette salle de stockage de fond en comble. C'était une soirée calme, et comme souvent, je fermais seul la pharmacie. J'ai attendu que tout le monde soit parti, puis j'ai pris une lampe de poche et je suis retourné dans cette pièce qui me mettait en mal à l'aise. À première vue, rien n'était inhabituel. Les étagères métalliques étaient pleines de boîtes de médicaments, de produits de premier secours et d'échantillons que personne n'utilisait jamais. Mais ce soir-là, l'odeur semblait plus intense, presque suffocante. Je pouvais presque sentir l'humidité, comme si des fleurs pourries avaient été enterrées quelque part dans les murs. En éclairant les coins de la pièce, mon regard s'est posé sur une boîte, poussée tout au fond, sous une des étagères. Elle était couverte d'une épaisse couche de poussière, à tel point qu'on aurait dit qu'elle n'avait pas été touchée depuis des décennies. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Quelque chose dans cette boîte semblait, hors du temps, comme si elle n'appartenait pas à cet endroit. Je l'ai tirée avec précaution, toussant alors qu'un nuage de poussière s'élevait dans l'air. La boîte était lourde, scellée par un ruban adhésif jauni par les années. En l'ouvrant,
Je m'attendais à tomber sur des produits périmés ou peut-être des papiers administratifs oubliés. Mais ce que j'ai trouvé était bien plus étrange. À l'intérieur, il y avait des boîtes de médicaments, mais leurs étiquettes étaient anciennes, presque effacées, datées de 20 ans plus tôt. Elles portaient des noms que je ne reconnaissais pas, comme si elles provenaient d'une autre époque ou d'un laboratoire oublié. Et au milieu de ces boîtes, il y avait quelque chose qui ne semblait pas à sa place, une photographie en noir et blanc. Je l'ai sortie avec précaution. C'était une image d'un couple, probablement dans la quarantaine. L'homme portait un costume sombre, et la femme, une robe élégante, comme pour un événement spécial. Ils souriaient, mais leur sourire avait quelque chose de dérangeant, presque figé. Leurs yeux semblaient me fixer à travers le temps. Une vague de frissons m'a traversé. Pourquoi cette photo était-elle ici, avec ces vieux médicaments? Et surtout, pourquoi avais-je l'impression que ce couple m'était étrangement familier? Ce soir-là, en fermant la boîte et en la remettant à sa place, j'avais l'impression d'avoir réveillé quelque chose. Mais à ce moment précis, je ne pouvais pas encore comprendre l'ampleur de ce que j'avais découvert. Ce soir-là, alors que je sortais de la pharmacie après avoir fermé la porte à clé, une étrange sensation m'envahit. Le silence de la rue semblait plus oppressant que d'habitude, presque palpable. Je jetai un coup d'œil autour de moi, cherchant instinctivement une source à ce malaise. C'est alors que je le vis. Un homme se tenait de l'autre côté de la rue, immobile. Sous le faible éclat d'un lampadaire vacillant, il semblait figé dans une pose délibérée, comme s'il attendait quelque chose. Ou quelqu'un. Il était grand et portait un costume noir, un peu usé, qui ressemblait étrangement à celui de l'homme sur la photo que j'avais trouvée plus tôt. Dans ses mains, il tenait un bouquet de fleurs fanées. Des roses, du moins ce qu'il en restait. Les pétales étaient brunâtres, presque pourris, et des morceaux tombaient doucement sur le trottoir à chaque mouvement imperceptible de ses doigts. Je restai pétrifié pendant quelques secondes, mon regard capturé par le sien. Il ne bougeait pas, mais il me regardait, j'en étais certain. Son visage était difficile à distinguer à cause de l'ombre projetée par le lampadaire, mais quelque chose dans sa posture, dans sa présence, me glaça le sang. Je détournai rapidement le regard, essayant de me convaincre qu'il s'agissait simplement d'un passant étrange, ou peut-être d'un client retardataire. Mais alors que je m'éloignais, une sensation oppressante me forçait à jeter un dernier coup d'œil derrière moi. Il était toujours là, toujours immobile. Et cette fois, je remarquai un détail qui me fit vaciller, il ne regardait plus la rue. Il regardait directement la pharmacie. Un frisson me parcourut l'échine. Je pressai le pas, essayant de chasser cette image de mon esprit. Mais même lorsque je fus rentré chez moi, en sécurité derrière la porte verrouillée de mon appartement, l'image de cet homme, de ses fleurs fanées et de son regard figé, continua de me hanter. Et au fond de moi, une question résonnait, incessante. Qu'attendait-il? Les jours suivants, l'homme aux fleurs devint une obsession. Chaque soir, à l'heure de fermeture, il était là, au même endroit, tenant son bouquet de roses mortes et fixant la pharmacie. Ses apparitions étaient si régulières qu'elles en devenaient presque rituelles. Pourtant, personne d'autre ne semblait le remarquer. J'avais tenté d'en parler à mes collègues, mais leur réaction oscillait entre indifférence et scepticisme. Peut-être un pauvre type qui traîne dans le coin, avait dit Hélène en haussant les épaules. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas si simple. Pendant ce temps, l'atmosphère à l'intérieur de la pharmacie devenait de plus en plus pesante. L'odeur de fleurs fanées s'intensifiait, s'infiltrant dans chaque recoin, même à l'avant du magasin. Certains clients faisaient des remarques. Vous avez laissé un bouquet pourrir quelque part? D'autres fronçaient simplement le nez, visiblement incommodés. Puis, il y avait les bruits. Des pas légers, presque imperceptibles, résonnaient parfois dans la salle de stockage, même lorsque j'étais seul dans la pharmacie. Une fois, j'ai cru entendre un murmure, un souffle à peine audible, mais suffisamment clair pour me glacer le sang. Tu l'as réveillé. Les nuits devenaient de plus en plus difficiles. Chaque fois que je fermais les yeux, je rêvais du couple de la photo. Ils étaient là, debout derrière le comptoir, me fixant avec des sourires figés, presque mécaniques. L'homme tenait le bouquet de roses mortes, exactement comme celui que portait l'inconnu devant la pharmacie. Quant à la femme, elle tendait la main vers moi, comme pour m'inviter à les rejoindre. Un soir, après un de ces cauchemars, je me réveillai en sueur, le cœur battant à tout rompre. Et c'est alors que je réalisai quelque chose qui m'avait échappé jusque-là. L'homme que je voyais chaque soir n'était pas seulement similaire à celui de la photo. C'était lui. La question qui me hantait désormais n'était plus simplement de savoir ce qu'il attendait. C'était de comprendre pourquoi il était revenu, et ce qu'il voulait de moi. La nuit où tout bascula, une tempête grondait dehors. Les rafales de vent faisaient vibrer les vitres de la pharmacie, et la pluie battait le trottoir avec une intensité presque assourdissante.
J'étais de nouveau seul pour la fermeture, les autres employés étant partis plus tôt à cause du mauvais temps. Alors que je verrouillais la porte principale, un détail attira mon attention. Malgré la pluie et le vent, l'homme aux fleurs était là, immobile, trempé jusqu'aux os, mais toujours tenant son bouquet de roses mortes. Cette fois, quelque chose dans sa posture était différent. Il se tenait légèrement plus près, presque à portée de lumière de la vitrine. Je sentis une vague de panique monter en moi, mais aussi une étrange résolution. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans cette peur constante. Je devais comprendre ce qu'il voulait. D'un geste brusque, je attrapai mon parapluie et sortis dans la nuit, le cœur battant à tout rompre. En m'approchant de lui, l'odeur de fleurs fanées me frappa de plein fouet, bien plus forte que jamais. C'était tesséurant, presque suffocant. L'homme ne bougea pas, ses yeux fixant un point au-delà de moi, comme s'il regardait à travers la vitrine, directement vers la salle de stockage. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez » criai-je, ma voix se perdant presque dans le hurlement du vent. Il tourna lentement la tête vers moi, et pour la première fois, je vis son visage clairement. C'était bien lui, l'homme de la photo. Mais son teint était cireux, ses traits légèrement flous, comme si son visage n'appartenait plus tout à fait à ce monde. Il tendit le bouquet de fleurs vers moi. Ses mains tremblaient légèrement, et ses lèvres s'ouvrirent pour murmurer d'une voix rauque, presque éteinte. Enfin, elle pourra me retrouver. Avant que je puisse répondre, il posa le bouquet à mes pieds, tourna les talons et disparut dans l'obscurité de la rue, comme s'il s'était évaporé dans la tempête. Je restai là, paralysé, incapable de bouger ou de comprendre ce qui venait de se passer. Les fleurs dégageaient toujours cette odeur insupportable, et une étrange énergie semblait émaner du bouquet. Lorsque je retournai à l'intérieur, je décidai de vérifier une dernière fois la salle de stockage, comme poussé par une force invisible. En ouvrant la porte, je fus frappé par une vision qui me entra à jamais. La photo que j'avais trouvée était accrochée au mur, mais elle avait changé. Le couple était toujours là, mais cette fois, il y avait une troisième figure à leur côté. Moi. Mon visage était figé dans un sourire vide, mes yeux semblant fixer l'infini. À cet instant, toutes les lumières de la pharmacie s'éteignirent, me plongeant dans une obscurité oppressante, tandis que l'odeur de fleurs fanées devenait insupportable. Ce fut la dernière chose dont je me souviens avant que tout ne bascule.